Bonjour à tous et à toutes, bienvenue encore une fois sur la formation Elaïs et on est à l'heure numéro 7. L'heure numéro 7, session 1, mardi 2 novembre, où il sera question principalement de nerfs de la guerre, à savoir la facturation, les détails, enfin la facturation, les notes de crédit, puisque c'est l'antithèse grosso modo de la facturation, puis alors tout ce qui touche au rappel et au paiement. Voilà pour l'ordre du jour. Alors, pour revenir à ce que on doit facturer, j'ai cliqué sur déjà un bouton où il fallait pas. Alors, que va-t-on facturer? Pour rappel, on va retourner dans le dossier, le dernier dossier que l'on a fait la dernière fois, à savoir voilà le dossier Carpentier où l'on avait encodé, j'imagine, non, on avait importé, je pense, on avait importé quelques prestations, 28 je pense à peu près. Voilà, je retourne dans le fameux, d'abord dans la fiche dossier, ensuite je vais aller dans le poste du dossier, et c'est dans le poste que je vais retrouver mes prestations. Pour rappel important, c'est le poste qui est l'unité de facturation. Donc si on fait, comme je l'ai dit, je pense pas tout à l'heure, mais la fois dernière, si on fait aujourd'hui un mesurage, on va facturer le mesurage. Si on fait dans 6 mois un bornage, on facturera le bornage, etc., etc. Et chaque fois donc, ce bornage, ce mesurage seront des postes. Alors nous voici dans le poste du dossier où on retrouve nos 28 prestations. On va attendre que le calcul se fasse. Voilà. On retrouve donc dans l'onglet prestations 28 lignes d'enregistrées, et pour ce qui est des frais, on va retrouver 18 lignes d'enregistrées. On va retourner 2 secondes dans le groupe prestations. On a nos 28 lignes qu'on peut donc avoir soit par groupe, soit par type de prestation. On voit ici dans le groupe terrain que nous avons une ligne en gris, une ligne en jaune. La ligne en gris, c'est une ligne qui ne sera pas facturée, voilà, pour une raison qui est notée ici apparemment, panne de batterie. Donc si je double-clique sur cette ligne, on va avoir la possibilité normalement en tout cas, voilà, d'avoir la fiche d'ajustement. Et dans cette fiche d'ajustement, pour cette ligne, voilà, pour cette ligne, oh, attendez, ça va bizarre. Pour cette ligne de mesurage de détail, on a switché ici donc le ne pas facturer pour des raisons apparemment de panne de batterie. Alors on a une ligne jaune également. La ligne jaune, c'est une ligne simplement qui a été, elle, ajustée. Donc si je retourne dans l'édition de cette ligne, elle reste à facturer. On nous rappelle que la prestation a été ajustée. Et effectivement, on retrouve en termes d'heures de 13 à 17h50 pour la prestation historique. Donc la prestation historique, c'est quelque chose qui n'est pas modifiable, tandis que la prestation ajustée, on voit ici 13 à 18 heures, donc avec évidemment un total à facturer un peu différent. Voilà donc ce qu'on va facturer du côté des prestations. Et du côté des frais, on a donc, pour rappel, exactement la même chose. On pourrait avoir des lignes à ne pas facturer, des lignes ajustées, etc. Voilà, on part ici du principe que le dossier est terminé et on va facturer la belle affaire. Alors pour facturer, donc c'est dans le poste d'une part et c'est sous le bouton ici tableau de bord facturation. Alors derrière ce bouton où tout le monde ne peut pas aller, tout le monde qui n'est pas, en tout cas les personnes qui ne sont pas personnel dirigeant et qui n'ont pas certains droits ne peuvent pas aller derrière dans le tableau de bord, pardon. J'espère que je n'aurai pas le même problème que l'autre fois, non. Voilà le tableau de bord qui comporte en fait, 7 boutons, 7 gros boutons. Alors il comporte, on va rester 2 secondes dans le tableau de bord parce que évidemment, d'une part, il est important parce que c'est de là que part la facturation. C'est de là que part la facturation quand il s'agit d'une offre également. C'est de là que part la facturation quand il s'agit de facturer plusieurs postes à la fois. Et
c'est de là que part aussi la facturation quand on va facturer par exemple au forfait. Ici on a un travail régi avec des lignes de prestation. On va facturer donc ces lignes de prestation. Alors le tableau de bord se comporte, si je vais à gauche, au-dessus sur le bandeau, toujours de l'impression de l'écran, donc qui nous permet à tout moment d'avoir un print, qui nous permet aussi, mais on y reviendra tout à l'heure, de demander des impressions de toute une série de choses, surtout les prestations évidemment, puisque c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Des prestations, on peut le faire tout de suite d'ailleurs pour ce dossier-là. On retrouve le numéro du dossier là au-dessus à droite, 2021-36. Si je clique sur le bouton prestations ajustées, c'est là qu'on va pouvoir imprimer voilà, ce type de tableau à destination du client qui encore une fois va se demander ce qu'on a fait pour ce prix là, et donc là on va lui montrer pas grosso modo, on va lui montrer dans le détail tout ce que l'on aura fait et combien cela aura coûté, exactement comme quand vous recevez une facture du garage et que vous vous étonnez des prix horaires d'un mécanicien. Alors il est clair, comme ça a déjà été dit, que ce qu'on voit ici, de ce qui va être printé à destination du client, ce sont les prestations ajustées, bien sûr. L'historique, il ne le voit pas. Donc c'est là qu'on aura, sur ces lignes-ci, peut-être ajusté les heures, peut-être ajusté le coût, qu'on aura supprimé une prestation, comme on l'a vu tout à l'heure, prestation à ne pas facturer, etc. Donc il retrouve, lui, j'espère son bonheur, entre guillemets, sauf qu'il va devoir payer. Il retrouve le total hors TVA, ça c'est plutôt pour nous, mais surtout un total TVA comprise, qui pour les non-professionnels est évidemment le total le plus important. Voilà pour les prestations. On retrouve bien évidemment la même chose avec les frais. Et les deux listes peuvent être imprimées directement en cliquant sur la petite coche ici en bas. On a parlé du tableau de bord tout à l'heure, la fois dernière, pardon. On le fera peut-être tout à l'heure juste pour voir ce que c'est exactement. Au revoir. Alors les 7 boutons du tableau de bord, nous avons le bouton facturation et c'est là vraiment qu'on va agir pour créer la facture. On y reviendra. On a le bouton prestation, on retrouve les fameuses deux colonnes historiques vertes et ajustées roses. La même chose pour les frais. On retrouve les statistiques qui pour ce dossier-ci évidemment sont, quoique avec les 28 lignes que nous avons introduit ça, c'est un peu plus parlant. Donc on retrouve dans ces petits graphiques la répartition de ce qu'on a fait sur les prestations proprement dites. On a donc de la DAO, du mesurage, etc. On a le groupe terrain-bureau, ce qui parfois est important de connaître aussi, et enfin la répartition de qui a fait quoi en tout cas de combien d'heures ont passé telle ou telle personne sur le dossier. Les frais, je l'ai dit aussi, le graphique des frais n'est pas significatif puisque ici on mélange des pommes et des poires, il va être supprimé. Dans les bâtonnets en dessous à droite, on retrouve donc le montant 113h20 de ce qu'il faut effectivement facturé, donc la durée ajustée, pour la durée originale qui est de 113,10. Et enfin, on retrouve la rentabilité du dossier, qui est donc le ratio entre ce qu'on va facturer. Donc je vais prendre ici les prestations ajustées, donc la colonne de droite, prestations ajustées, 113h20, pour un total à facturer de 9442 sans les frais. Ici, on ne prend pas les frais en considération, on prend juste les prestations. Pourquoi? Parce qu'on n'a simplement pas les prix d'achat d'une borne, par exemple, et on ne peut pas vraiment. Ça arrivera probablement, mais actuellement, on ne prend que, on ne considère plutôt que dans ce ratio que le coût du personnel, donc la charge du personnel. Donc ici, on a 9400 à facturer, et pour les heures, le nombre d'heures qui est de 113h20. On va devoir payer entre guillemets, pas devoir, c'est pas tout à fait le terme, mais notre personnel aura coûté pour le bureau 2489,67 €. Et donc c'est ce ratio qui nous donne, c'est cette division donc qui nous donne le ratio 3,79.
avec une chose qui m'échappe un petit peu. Pourquoi a-t-on 2 fois 3,79 ici? C'est quelque chose qui devrait être vérifié. À gauche, nous avons 1,80. C'est un ratio qui a été déclaré dans les paramètres. Et on pourrait imaginer que, tiens, en dessous de 1,80, ben, ma foi, les dossiers ne seront pas rentables et il y aura un clignotant quelque part dans les statistiques. Donc voilà le ratio, indépendamment d'une probable erreur ici, qui est certainement due aux heures qu'on a ou ajustées et ou retirées. Donc nous allons facturer cette prestation, ce dossier, en cliquant donc sur le bouton prestation. Alors dans cette fenêtre spécifique à la facturation, on va retrouver toute une série de choses. Je vais parler des sections. La section en haut à droite, le cadre barémique, nous rappelle simplement le nom du barème sur lequel on s'est appuyé pour faire le dossier. Si nous avions un dossier au forfait, apparaîtrait ici ici je ne peux pas le faire puisque l'on est calé sur la régie. On aurait le montant forfaitaire à calculer, à indiquer, donc là on serait bloqué par ce montant-là. Du style, tiens, je vais dire à une personne que j'ai rencontrée lors d'une réunion, écoutez, ce travail-là, je peux vous le faire pour 1500 euros. On pourra indiquer, pas ici, mais au niveau de la création du dossier, ce 1500 euros qui viendra ici et qui va rigidifier la facturation. Donc on va être calé sur ce montant. Ici, à droite, la section récapitulatif hors taxe. On a le total 10 481,52 qui est ici le tout, à savoir les prestations et les frais. Voilà, c'est ce qui nous reste à facturer, c'est marqué, reste à facturer, le même montant, évidemment. Si nous avions déjà des factures émises pour ce dossier, on les verrait donc dans la première ligne, émise. S'il y avait eu des notes de crédit, on le verrait également. Et nous avons ici un champ en préparation, on va le voir tout de suite, lorsque la facture sera en préparation. Voilà pour cette section. Je retourne à gauche, liste des factures émises. Donc on l'aurait éventuellement dans les gros dossiers, c'est plus pertinent évidemment. Dans les gros dossiers, on pourrait avoir ici une liste de quelques factures avec les détails des factures lorsqu'on cliquera sur la ligne facture. Je retourne à droite, nouvelle facture. Là, on va pouvoir choisir une façon de créer la facture. Soit c'est une facture d'acompte. Donc ici, on a un sélecteur qui va nous permettre de choisir le type de facturation que nous allons effectuer. On pourrait choisir par exemple une facture d'acompte avec un montant prédéfini ou un montant voire facture qu'on pourra aller simplement indiquer sur la facture. Donc on va pas le faire ici. Alors deuxième choix, facturation. Premier choix ici, c'est total, entièreté des prestations et des frais, facture one click. Je propose d'aller, c'est là en fait qu'on va aller, et on s'est rendu compte, enfin en tout cas par expérience et par petit sondage, que la plupart, beaucoup en tout cas, de bureaux passent par là pour créer la facture. Autrement dit, il n'y a pas trop de chipotage, on prend les prestations, on prend les frais et on facture le tout. Ensuite, définition des montants dans la fiche facture. Là, on va créer une facture mais qui sera vierge au niveau des montants. Donc là, on pourra encore avoir la latitude de faire absolument entre guillemets ce qu'on veut, dans certaines limites bien évidemment, ce qu'on veut au niveau des montants de la facture. Ensuite, la facturation du solde. La facturation du solde n'est possible que quand il y a déjà des factures émises, sinon il n'y aurait pas de solde. Et à ce moment-là, Elaïs prend simplement le delta entre les montants des factures émises et ce qui reste à facturer. Alors, le détail par tâche. Alors, on n'a pas encore beaucoup on a déjà parlé des tâches dans le module dossier, dans la fiche dossier, la fiche poste. On a déjà parlé des tâches. Les tâches, pour rappel, c'est une subdivision, on peut appeler ça comme ça, c'est une précision de la tâche en question. Pour rappel, j'avais, je crois, émis, on va y retourner 2 secondes, je sors de la fiche tableau de bord, je retourne ici dans, ah non, c'est pas ici qu'on avait fait les
tâches, on va prendre un autre dossier. Donc pour rappel, les tâches, c'est quelque chose qui est en totale révision parce qu'il va incorporer un planning assez sophistiqué en fait de ce qu'il faut accomplir sur un dossier. Donc si je clique ici sur le premier poste, on a 6 postes ici. Le premier poste de ce dossier exemple, s'il en est, on va avoir pour ce poste, je crois qu'on avait émis, voilà, on a émis ici quelques tâches spécifiques à un bornage. Donc ça, ce sont les tâches. On pourra bientôt, quand les tâches seront remises en selle, on pourra, par exemple, pas borner, on pourra facturer une série de tâches sans que le dossier ne soit strictement fini ou complet, et a fortiori toutes les tâches terminées. Voilà donc je vais retourner donc dans la facturation de notre dossier Marcel Carpentier. Les tâches, pour revenir pendant que ça s'ouvre, les tâches seront affublées, auront la possibilité plutôt d'aller garnir un planning, et même un planning de Gantt, c'est-à-dire pouvoir dire au planning en question, tiens, je ne peux pas faire cette tâche-ci si celle-là n'est pas terminée, par exemple. Et ça permettra d'une part entre tâches d'avoir une idée, mais aussi entre dossiers d'avoir une idée globale des tâches qui sont en cours et des dossiers qui sont ouverts. Voilà, je reviens dans le dossier 36 et je vais repartir dans le tableau de bord. Ce qu'on voit ici, veuillez patienter, va disparaître parce qu'il s'avère... Bon, ici il est clair aussi que nous sommes en réseau, donc ça prend un peu plus de temps, mais n'empêche, c'est une étape qu'on va pouvoir faire disparaître. Je retourne donc pour la facturation dans le dossier, dans la fiche tableau de bord. Alors au passage, je vois ici que sur le bouton tableau de bord est venu s'inscrire 3,79 qui est le fameux ratio de rentabilité du poste. Ratio qui n'est visible évidemment encore une fois que par les personnes concernées, les personnes qui ont certains droits. Je vais dans facturation. Je vous prie donc, puisque en prévision plutôt de l'heure numéro 12, qui est loin, qui est pas loin de Noël en fait, pour l'heure numéro 12, de noter toutes les questions que vous jugeriez nécessaire de poser. On aura, je pense, le temps. On a prévu pour l'heure numéro 12 les 2 sessions complètes où tous les micros seront ouverts avec donc des questions et réponses. Et s'il le faut, on rajoutera une H13 pour compléter ce type de session. Donc voilà, je reviens dans facturation et je prends le premier bouton facturation. Oui, cela dit, pour finaliser ce qu'on voit ici sur le tableau de bord, j'ai simplement parlé des 2 boutons d'impression ici au-dessus. On peut avoir ici un fil du poste qui est au fil de facture plutôt. Ici, on peut noter au fil du temps ce que, si par exemple la facture reste ouverte ou si le dossier reste à facturer, on peut ici noter au jour le jour et d'une semaine à l'autre, si ça dure très longtemps, toute une série de messages internes qui vont nous permettre de suivre ce qui a été fait, ce qui reste à faire et ce pourquoi les factures traînent par exemple, etc. etc. Ça c'est pour la partie gauche. Alors à droite, on a un mémo tableur. Alors le mémo tableur, c'est un tableur interne à la facture qui permet encore une fois c'est par définition interne, donc qui permet d'une part c'est un tableur qui ressemble à Excel au niveau de ses fonctions et qui permet par exemple de faire des petits calculs à soi quand on a les totaux, quand on a des tas de trucs. On va venir ici inscrire un calcul, recalculer quelque chose, etc. pour voir par exemple si la rentabilité du dossier est correcte, pour voir si mes heures, enfin bref, n'importe quoi. Ce tableur accompagne bien évidemment la facture et si vous aviez à réouvrir le poste et la fiche tableau de bord facturation, il est clair que vos écritures restent bien présentes pour vous rappeler ce que vous avez éventuellement fait là-dessus. Voilà. Facturation. Donc j'ai parlé de la section nouvelle facture et je parlais justement en retournant dans le dossier où il y a plusieurs tâches, la possibilité
d'avoir donc des facturations avec détail de tâches. Le souci aujourd'hui, c'est que on est limité à 8 tâches pour la facture. C'est une limite qui va aussi sauter, mais bon, je ne vais pas en parler trop dans le détail pour l'instant. Alors la multifacturation, là ça peut être important dans le cadre, mais ici on a un bornage. Il faut savoir que je parle à des pros, le code civil met quelque part, je ne connais plus les termes exacts de ce qu'il raconte là, mais il dit que le propriétaire qui fait borner son terrain peut éventuellement appeler à la cause en termes de frais, de coûts, les propriétaires des parcelles adjacentes. Alors là je ne sais pas si statistiquement si c'est quelque chose qui est fort utilisé, mais ça fait partie du jeu. Alors si on veut faire ce que Elaïs s'appelle multifacturation, on clique donc ici. Je propose de ne pas y aller maintenant, donc on allume en fait le petit la dernière section multifacturation. Alors qu'est-ce qui se passe là-dedans? On a d'une part le propriétaire, donc c'est le premier, c'est le client, c'est celui qui serait amené à payer l'entièreté de la facture le cas échéant. Ensuite nous pourrions avoir des personnes rattachées ou des personnes contactées. Les personnes contactées dans le dossier, rappelez-vous le trombinoscope qu'on trouve dans le poste, on a à gauche le client, les responsables internes, et puis si on va vers la droite, on a les responsables clients, et puis nous avons les intervenants, et puis nous avons les personnes contactées. J'insiste sur le thème contacté. Il est clair que le client, c'est le client, les intervenants, on ne va pas facturer quelque chose aux intervenants. Par contre, aux personnes contactées, qui sont en l'occurrence souvent, en tout cas dans le cadre de l'utilisation des laïcs, qui sont des voisins ou des gens proches du terrain, en tout cas du problème et du lieu, on pourrait imaginer ici avoir quelques personnes contactées, autrement dit quelques voisins, à qui on pourrait demander une participation des frais de bornage. Je propose en fait de ne pas faire ça maintenant parce que ça nous éloignerait de la facturation entre guillemets pure et simple, mais de faire une vidéo spécifique à la multifacturation. Alors en termes de multifacturation, encore une dernière chose, c'est qu'on peut faire de la multifacturation amont, c'est-à-dire maintenant, la facture n'est pas faite et on fait de la facturation amont, c'est-à-dire que pour le total de 10 481,52 €, on va tout de suite créer une ou deux ou trois, enfin pas une, mais deux ou trois ou quatre factures qui vont être une répartition du total à facturer. Donc ça c'est la facturation amont. Par contre, on peut aussi dans Elaïs faire donc l'inverse, c'est une facturation en aval. C'est-à-dire que on va voir ça dans la fiche facture, mais grosso modo deux mots à ce niveau aussi, deux mots là-dessus à ce niveau aussi, c'est que la facturation aval, la facture a été effectuée sur Monsieur Carpentier, et puis il nous dit seulement après avoir reçu la facture, mais attention, cette facture, j'aimerais que elle soit d'abord la première facture soit enlevée, soit supprimée, mais que vous facturiez par exemple 50% sur mon nom et 25% sur les deux propriétaires adjacents. Donc là, la tactique et la façon de faire est un tant soit peu différente, dans la mesure où la première facture existe, il faut créer trois autres factures. Et là, Elaïs, heureusement, le fait automatiquement. Il y a une note de crédit qui est générée sur la première facture et la génération des trois autres factures, donc pour le total des 10 481 €. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle la multifacturation. Ça arrive quand même relativement souvent. Et je vais rester ici en ce qui nous concerne dans la facturation totale, entièreté des prestations et des frais, facture one click. Alors la facture one click, ben, c'est le clic qui est ici. Nous allons simplement cliquer sur le grand bouton nouvelle facture et dire à Elaïs que nous voulons effectivement créer une nouvelle facture. Là, il se passe des choses pour arriver directement, en tout cas bientôt, dans la facture qui aura été créée. Ce message est superflu. Oui, en fait, avant d'arriver dans la facture, il nous propose un preview qui est quoi?
qui montre déjà en fait la facture quasi finie, sauf que le document est non valide, et en l'occurrence parce qu'il manque toute une série de choses ici en rouge. Et donc on ne pourrait pas imprimer, si on peut imprimer la facture telle qu'elle évidemment, mais elle est inenvoyable, non seulement parce qu'on n'a pas d'adresse, mais parce qu'il manque toute une série d'éléments importants que sont par exemple la date, l'échéance et le numéro de client. Voilà une facture qui est, disons, grosso modo terminée, sauf que je ferme le preview et je viens donc automatiquement ici dans la fiche facture. Alors cette fiche facture, elle ressemble à beaucoup d'autres, bien qu'elle ait un layout un peu différent malgré tout. Alors on retrouve sur le bandeau supérieur, bon, toute une série de petites fonctions ici. On va y venir par la suite. On retrouve ici des gros boutons, le bouton client dossier, le bouton document signature, le bouton PDF, le bouton définition des montants, multifacturation aval, celui dont j'ai parlé tout à l'heure, la validation de la facture, le paiement, les rappels, le contentieux éventuel et la gestion éventuelle également des duplicata. Alors la facture, elle n'a pas de numéro, elle est en statut new, donc elle a été créée mais sans plus. Impayé, ce n'est pas encore le cas. Pour passer à impayé, il faut que cette facture soit envoyée, donc qu'elle ait un montant, qu'elle ait une date, etc. Et puis payer, et puis éventuellement abandon, c'est un cas qui peut arriver aussi, où par exemple vous avez mis une facture il y a 5 ans, une toute petite facture de 32 € pour des frais quelconques, et vous en avez un peu ras-le-bol, vous êtes fatigué d'émettre des rappels chez quelqu'un qui ne vous payera jamais. Voilà, ça c'est le statut d'abandon. Alors, on voit ici, si je vais refaire le preview, voilà, ici, si je clique, quand je clique plutôt sur le bouton d'impression ici, on propose en termes d'impression toute une série de choses typiques évidemment à la facturation. Donc impression de l'original, impression d'une copie mais en filigrane ici, impression d'un duplicata avec un grand titre duplicata, impression d'un duplicata avec duplicata en filigrane, pro forma, on va pas en parler maintenant, et puis la possibilité d'émettre des factures très spécifiques de rappel de niveau 1, niveau 2, niveau 3, avec donc une intensité de parole ou d'écriture un peu plus sévère à chaque fois, et enfin une lettre de mise en contentieux, c'est-à-dire que là on entre en contact avec votre conseil, avec votre avocat pour qu'il puisse éventuellement suivre l'affaire. On peut émettre également un ordre de virement pour certaines personnes qui veulent encore un virement préimprimé. On y viendra tout à l'heure. On voit ici dans le niveau des gros boutons bleus au-dessus de la facture que le bouton client dossier fait apparaître une icône, le cercle rouge avec la croix blanche. Alors le cercle rouge avec la croix blanche, on va aller tout de suite là parce que c'est important, c'est une indication. Donc l'icône vous donne une indication du fait, attendez, je vais, avant de sortir d'ici, on voit ici que nous avons une facture créée dans la liste des factures à gauche, là, dans la section liste des factures. On voit que la facture est créée et qu'elle a un statut, elle n'est pas finie, on voit qu'il n'y a pas d'échéance, qu'il n'y a pas de numéro, mais bon, elle est déjà créée, on ira la continuer tout à l'heure. Je vais retourner chez Monsieur Carpentier dans sa fiche client. Et donc, oui, cela dit, au niveau du dossier également, on a la même icône que sur la facture. Je viens de recliquer ici sur le dossier Carpentier. Et on retrouve dans la section client en haut à gauche la même icône, le cercle rouge et la croix blanche qui veut dire attention, c'est un client, mais ce client, il y a un souci avec sa fiche, elle n'est pas complète. Et donc là, on a un rappel ici, on a un rappel au niveau des finances. On va retourner dans les contacts. Et je vais aller réouvrir la fiche de Monsieur Carpentier en le cherchant par l'outil de recherche. Voilà, j'en ai qu'un. Je clique sur la fiche contact, enfin sur la ligne correspondant à la fiche contact.
Alors, on voit très bien, cela dit, on devrait éventuellement remettre l'icône également à ce niveau-ci. On a, quoique l'icône, cela dit, je vais revenir, l'icône, cela dit, si on mettait Carpentier, non, je vais rester, je suis désolé, si on va mettre Carpentier, je vais réouvrir encore une fois la fiche, j'ai été trop vite. Voilà. Si je clique sur le petit cœur en haut à droite, voilà, et là je mets Carpentier dans les clients favoris. Donc là maintenant je vais le retrouver au niveau des tuiles. Voilà, je vais le retrouver ici quelque part, il est là. Et donc là je retrouve sur la tuile toujours la même icône rouge qui me dit attention, ce client, il y a un truc, il y a un twist, sa fiche n'est pas correcte ou complète et la facturation posera problème. C'est ça que ça veut dire. Je clique sur la fiche maintenant de Carpentier, voilà. Je vais cliquer sur le bouton profil client là au-dessus. Et donc la fiche va effectivement nous montrer qu'elle n'est pas validée. Alors c'est la validation, le contrôle et la validation, contrôle et les validations de la fiche qui va faire passer donc l'icône de rouge à vert. On retrouve l'icône ici en haut à droite. Contrôle et validation des données, ben, il n'y a encore pas grand chose. Alors qu'est-ce qui manque? Si j'essaie plutôt de switcher sur le contrôle et validation, il va nous dire attention, il manque des choses, on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Alors il manque, bon, numéro interne client, c'est quelque chose qui nous a été signalé et qui est assez lourd pour finir. Donc c'est le fait de donner un numéro de client, un numéro interne, j'insiste sur le terme, un numéro interne au client. Ici, on a un rappel de ce qui existe en cliquant sur le point d'interrogation. On a un rappel de ce qui existe. On voit que le dernier en numéro interne, c'est 1026. Donc 1027 conviendra assez bien. Le numéro client n'est pas spécialement intéressant puisque, soyons honnêtes, il ne sert à rien ou à pas grand chose, si ce n'est à venir garnir la facture de quelque chose qui semble normal sur une facture, avoir un numéro de client. Par contre, incessamment, nous aurons le numéro comptable qui lui va devenir de plus en plus pertinent et de plus en plus utile dans la mesure où il permettra un lien avec des comptabilités existantes. Et là on retrouve un numéro comptable qui ressemble à un numéro du plan comptable, c'est-à-dire à 6 chiffres. Et voilà, mais n'allons pas dans le détail pour l'instant, on a mis 1027 pour le numéro interne, ça suffit. Alors ce qui reste à faire ici, entrer en relation, on ne l'a pas noté la dernière fois, on peut dire qu'on est entré en relation aujourd'hui. Ça permet de voir pertinemment avec le temps, statistiquement, tiens, tel client sont apparus au mois de novembre 2021, tiens, il y a des pics de nouveaux clients du côté du mois de septembre, etc. etc. Ce qui est important ici, ce sont les rectangles rouges qui sont à gauche de la fiche. Nous avons une adresse de facturation, bon, qui est identique à la facture, à l'adresse du client. Elle est automatique, donc elle arrive ici par défaut, et puis on peut la changer le cas échéant. Alors la facture à l'attention de, ici, comme c'est une personne physique, Marcel Carpentier, on peut dire que à l'attention d'eux, ben, ça sert à rien, donc on va laisser personne. Par contre, si c'était une personne morale avec 15 personnes derrière, il est clair qu'on trouverait ici la liste des personnes rattachées à Monsieur Carpentier. Enfin, nous avons une échéance type, comme c'est un client particulier qu'on ne verra probablement qu'une fois. On va dire, voilà, payer comptant. Alors, le calcul du payer comptant, de l'échéance plutôt dans la facturation, si mes souvenirs sont bons, et là il se laisse 7 jours à partir du paiement, pas du paiement, de l'émission de la facture, pour donner une date d'échéance. Si maintenant je clique sur contrôle et validation des datas là au-dessus, je vais avoir voilà mon icône qui est passée au vert. Et là, je rappelle une chose importante, c'est jamais que de la philosophie, mais c'est jamais aussi que de la bonne conduite et de la bonne démarche quand on utilise une base de données relationnelle comme Elaïs. Passer son temps 5 minutes
ça peut paraître long, 10, ça peut paraître encore plus long, mais à compléter une fiche facture, comme je viens de faire ici, et encore ici je parle beaucoup, donc c'est très lent, ça vaut la peine, on le regagne de toute façon par la suite, et a fortiori, si c'est un client qui est redondant, avec lequel on va travailler régulièrement. Voilà, donc mon contrôle et validation des données est positif, je vais valider la fiche et en sortir. Voilà. On devrait effectivement rappeler le statut du client ici sur son bouton. Ce sera fait. Et si je ferme cette fiche client, nous allons maintenant voir que la tuile de Monsieur Carpentier, ben, elle est verte, en tout cas l'icône est verte. On peut franchement retourner de l'autre côté, achever la facture. Je retourne dans le bouton client. Je vous ai dit, je crois, lors de la première leçon la première heure de formation, que pour retrouver ces jeunes dans Elaïs, il suffit d'être logique, puisque l'analyse l'a été en son temps. Facture, euro, c'est dans finance, normalement que ça se passe, même si on retrouve une facture, évidemment, dans un dossier ou quelque part du côté des activités. Mais évidemment, c'est dans les finances qu'il est plus pertinent de jouer avec des factures et surtout de les créer, de les finaliser, de les envoyer. Ici, Elaïs me calcule toute une série de tuiles de gens qui doivent des factures. Et nous allons aller dans le troisième menu ici, qui sont des encodages à finaliser. Alors, on a vu tout à l'heure dans la fiche poste la fiche tableau de bord plutôt du dossier, du poste, ma facture avait été créée, mais elle était à un stade non finalisé. Et on retrouve ici dans le groupe dans le groupe du troisième niveau, on retrouve les encodages à finaliser. Donc ça veut dire qu'on pourrait par exemple préparer 2-3 factures, passer d'une à l'autre, et là elles ne sont pas encore envoyées. Alors envoyer ou impayer, c'est quoi? C'est de générer sur la fiche facture, on va y venir dans quelques minutes, c'est de générer sur la fiche facture un numéro et une date. Qui sont deux séquences, donc chronologie et la séquence numérique, deux séquences qui doivent être strictement parallèles. Il ne peut pas y avoir de trous dans la séquence, oui, de trous surtout. Et donc, une fois qu'on a introduit une facture dans Elaïs avec un numéro, une date, si on introduit une nouvelle facture avec un nouveau numéro, une date, il est clair que l'avant-dernière facture n'est plus effaçable dans Elaïs. Il faut enlever la dernière, et puis il faut enlever la dernière, et puis il faut enlever la dernière, etc. Donc l'idée de encodage à finaliser, c'est de pouvoir prendre son temps pour travailler les montants, pour travailler finalement, pourquoi pas les libellés de la facture, etc. Et puis quand on est tout content de tout ça, on peut générer le numéro et la date, et donc rendre la facture tout à fait définitive. Donc ici dans encodage à finaliser, bien sûr j'en trouve une, Carpentier, et je clique dessus. Je retourne dans la fiche facture où nous étions tout à l'heure, voilà, et on a l'icône du client qui est passé au vert, donc il n'y a pas de souci. Et maintenant, pour corroborer un peu tout ça et pour confirmer tout ça, si je clique sur le bouton impression originale, il est clair qu'on va retrouver un preview qui sera garni un peu mieux. Donc on a maintenant l'adresse qui est complète, on a le tableau ici des choses manquantes qui a diminué. Effectivement, il ne reste plus que la date de la facture, le numéro parce que ça va avec, et l'échéance qui est calculée sur la date de la facture. Voilà. On va refermer tout ça et on va passer d'un bouton à l'autre. Oui, ici ce qui se passe, quand vous faites l'impression d'une facture, vous avez automatiquement un PDF qui se calcule. Et si c'est un tout nouveau bouton qui vient de sortir, vous ne l'avez peut-être pas encore sur les versions que vous utilisez. Donc si je clique maintenant sur le bouton PDF, on va... Ah non, il n'est pas encore là. Non, ok, il n'est pas encore là. Effectivement, c'est juste parce que la facture n'est pas totalement finie. Mais quand la facture sera finie, je suis toujours inquiet quand il y a une certaine latence entre un bouton et un clic, entre un clic et l'apparition de quelque chose.
Ok, je ne sais pas ce qu'il a fait, c'est pas grave. Mais le PDF effectivement n'est pas encore calculé ici, donc ce bouton est vide, en tout cas l'emplacement du PDF ici est vide. Alors, le premier bouton, client, dossier. Là, je retrouve à gauche le résumé du client, de la fiche client. Donc là, j'ai évidemment son nom, j'ai une adresse, j'ai un email éventuel. Ici, je n'en ai pas. Je crois qu'aujourd'hui, et je reviens à la complétion, la finalisation, les 5-10 minutes à créer une fiche client. Il est intéressant évidemment de s'enquérir d'un email également. Je crois qu'en 2021, il est quasi impossible de ne pas avoir d'email. Alors on retrouve le fameux numéro de client, donc son adresse. Et alors la hauteur des caractères. Oui, ici c'est un. Quand on a par exemple un client, une société avec un nom à rallonge, je vais ici cliquer sur l'original. Il se peut, j'ai eu le cas dernièrement. D'ailleurs, c'est un petit une petite facilité qui a été rajoutée il y a très peu de temps. Voilà, monsieur Marcel Carpentier. On voit ici en filigrane un petit rectangle qui correspond au standard des enveloppes à fenêtre. Bon, là, il n'y a pas de souci. Monsieur Marcel Carpentier, son nom rentre dans ce rectangle. Par contre, on pourrait avoir des noms à rallonge, comme ça existe parfois dans certaines sociétés, voire des personnes physiques, évidemment. À ce moment-là, on peut cliquer, voilà, je vais le faire sur 7 pour voir la différence. On peut cliquer sur la hauteur du caractère à ce niveau-là et rétrécir de manière significative. Voilà, ici, monsieur Marcel Carpentier est tout petit. Donc, on peut rétrécir de manière significative la hauteur des caractères et donc l'emplacement dans le fameux rectangle gris. Cela dit, chaque fois que je ressors du preview, il y a le calcul d'une impression qui n'est pas disponible maintenant, mais bon, le calcul est là. Donc je reviens sur la hauteur caractère défaut, c'est 11. Voilà pour la première colonne. La colonne dossier, en tout cas la section dossier. On nous rappelle évidemment automatiquement le numéro du dossier, ce qu'on a fait sur le dossier, donc ça le bornage, le générique du bornage. Le générique, c'est en français ce qu'on aura donc fait pour cette personne-là. On a le code service. Le code service, il est inamovible ici. C'est la fameuse liste déroulante. Voilà. On a un dossier 36 qui ne comporte qu'un poste. Ici, on voit qu'on va facturer le poste numéro 1. Bon, ici, on retrouve bornage. C'est pas spécialement redondant. Mais ici, bon, on a été très court dans les génériques qu'on a attribués à ce dossier. Mais donc, on pourra avoir ici quelque chose de beaucoup plus significatif. On continue à descendre. On peut éventuellement demander à Elaïs de rajouter une note sur la facture et pourquoi pas une deuxième note sur la facture. Voilà. Et on pourrait éventuellement aller dire bon, si c'est quelque chose d'important dont le client auquel le client doit faire très attention, on peut mettre la note en rouge, enfin en couleur en tout cas, et éventuellement en gras pour insister sur ce qu'on aura indiqué en remarque. Au niveau, oui, ça ressemble, oui, c'est déjà du paramétrage, mais du paramétrage interne. Voilà, ici on voit la note numéro 1 et la note numéro 2 ici au milieu de la facture. La facture se paramètre, on ira par la suite, mais peut se paramétrer de manière assez grande. Et ça se trouve par définition dans le groupe paramètres, dans le module paramètres. On ira tout à l'heure. Alors référence, chronologie administrative. Là, on aura ici tout ce qu'on aura indiqué dans le dossier en termes de commande, acceptation de commande, acceptation de l'offre. C'est quelque chose où je ne vais pas m'apesantir maintenant. Par contre, ça c'est automatique. Tout ce qui est bleu c'est automatique, ça arrive directement du dossier. Par contre, référence libre, vous pouvez toujours ici, si on parle ici du client, par exemple, c'est par exemple votre email du 30 du 10. Voilà, on peut indiquer une référence libre à ce niveau-ci. Ça c'est de la part du client et de la commande. De notre côté, on peut remettre n'importe quoi, etc., etc. Et donc c'est valable pour la commande, notre acceptation de commande, donc vu de notre côté, vu du côté du bureau,
et éventuellement, si le client a accepté une offre, ici on n'est pas dans le cas d'une offre, on aurait la référence de son acceptation. Voilà pour les références libres. Maintenant, si je veux synchroniser, la synchronisation n'est pas spécialement automatique. Ah non, sur ces choses-là, elle n'est pas automatique. Les références libres sont enregistrées dans la facture. Par contre, si j'indiquais par exemple, je vais changer le mot bornage, voilà, générique bornage, et je vais rajouter bornage de votre propriété à, je crois que c'est Montigny que j'avais fait, voilà, Montigny. Automatiquement, voilà, le fait d'avoir écrit ça, automatiquement en dessous, on voit la ligne synchronisation. Il y a la première coche qui est venue s'enclencher. Et donc là, on va synchroniser le dossier qui est entre guillemets bien loin maintenant. On va synchroniser le dossier avec ce qu'on va ici écrire sur la facture. On ira tout à l'heure vérifier tout ça. Et comme on pourra vérifier si je mets bornage, on va mettre par exemple ici, y compris la parcelle du fond. Et là maintenant, cette deuxième coche est venue automatiquement se switcher. Donc là, on va synchroniser l'objet avec l'objet du poste. Et la même chose avec les chronologies administratives, en tout cas pour la partie bleue. Voilà, je ne vais pas le faire maintenant. Mais voilà donc ce qu'on va voir sur la facture. On va encore une fois y retourner. Je crois que ça sert. C'est pas spécialement inutile d'aller voir chaque fois ce qu'on fait. Voilà, on retrouve maintenant ici les diverses corrections que j'ai faites sur la facture. Je viens et j'enregistre au passage un PDF invisible. Je vais continuer donc d'un bouton à l'autre parce qu'en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le nerf de la guerre. La première facture, elle sera probablement un temps soit peu fastidieuse. Mais bon, une fois qu'on est dans le bain, une fois qu'on l'a fait 1 million de fois, je vous assure que ça va très vite. Le deuxième gros bouton, document, signature, échéance, compte bancaire. Alors ici, on retrouve donc ces mots, document, signature, échéance, compte bancaire. On va d'abord dans la première section, document. Alors le document, donc là, on parle de la facture. Date d'enregistrement dans LAIS, le 2 du 11. Ok, pas de souci avec ça. Numéro de facture, 0, bien sûr. Date de facture, rien. On a ici un rappel de la période. Alors la période est importante, on peut la changer. Si par exemple, voilà, on est le 2 novembre, je regarde mon calendrier, oui, nous sommes le 2 novembre. Par contre, on voudrait encore, il faut faire attention toujours à la chronologie et au parallélisme des séquences numéro-date, évidemment, on ne peut pas trop jouer là-dessus, mais on peut quand même jouer ici sur les dates et la période avant d'enregistrer tout ça. On va pas le faire. Ce qui me reste à faire en tout cas pour ce document, c'est de générer, voilà, générer la date et le numéro. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la facture arrive dans un premier temps dans les factures à finaliser. Donc là, on attend, puis là on a 10 factures, et puis on peut partir enclencher la première, où qu'elle soit, et puis dire ok, celle-là je suis content, je cale le numéro et je cale la date. Donc je clique ici sur le bouton orange. Là on m'explique ce que je vais faire. On rappelle ici les séquences dont on a parlé déjà plusieurs fois. Voulez-vous générer ce numéro et cette date? Oui, évidemment. Et là on va Elaïs va nous prendre le numéro suivant, bien sûr, de la séquence des factures, va nous affecter une date de facture, et c'est terminé pour le document. On retourne encore une fois dans impression, et là on a une facture qui est quasi prête, si ce n'est qu'elle sera toujours non valide. Voilà, elle est toujours non valide. Pourquoi? Parce que on n'a pas validé, tout simplement. Par contre, si on enlève le mot, la locution document non valide, cette facture est envoyable, elle est terminée. On voit ici qu'on a une communication structurée à rappeler lors du paiement, et au-delà de... non, en fait la facture est strictement complète et terminée. Il faut encore la valider. Nous allons voir ce que le mot valider veut dire. On a vu dans la fiche bureau. La fiche bureau se trouve
dans les utilitaires, donc tout à fait au fond des menus principaux, la fiche bureau permet d'encoder deux adresses. Une adresse siège social, une adresse siège bureau, une adresse bureau, pardon. Enfin, en l'occurrence ici, c'est comme ça qu'elles ont été déclarées. Donc là, on pourrait encore une fois émettre la facture, soit sur base de la première adresse, soit sur base de la seconde adresse, sans aucun souci. Signature. Signature, c'est simplement une des personnes responsables qui va être indiquée au bas de la facture. On peut, non, si les signatures ont été digitalisées dans la fiche personnelle, automatiquement, on va le faire d'ailleurs, automatiquement, on va avoir la signature de Gaël en l'occurrence qui va venir garnir la facture. Par contre, si on ne veut pas de signature, il est clair qu'on clique sur la coche ici. Alors là, il y a deux écoles, il y a des gens qui disent attention, moi je n'envoie jamais une facture signée parce que ça pourrait être source à conflit et le destinataire pourrait vous dire mais regardez, vous avez signé la facture, donc c'est qu'elle est payée. Donc là, il faut jouer avec ça en fonction de ce qu'on croit, de ce qu'on pense faire, etc. Je vais faire signature sur la facture. L'échéance est calculée automatiquement. Ah oui, je vois ici que comptant, c'est 0 jours. Donc on a mis ici la même date que la facture. On pourrait avoir ici, si je prends 30 jours fin de mois, donc une date qui se recalcule automatiquement. Ici, je vais garder comptant. Voilà. Compte accrédité, on peut avoir dans LAIS plusieurs comptes bancaires vers lesquels on va aiguiller tel ou tel paiement, enfin telle ou telle facture. Voilà, ici il n'y en a qu'un. Voilà, en fait, on a le gros bouton, donc document, signature, échéance, compte, qui est ici terminé. On va passer au suivant. PDF, non, on ira au suivant après. Définition des montants. Alors la définition des montants, c'est évidemment un tableau important. C'est ce qui nous vient des prestations. Alors là, on retrouve ce qu'on a indiqué au niveau des prestations et des frais. Donc si on est encore une fois content avec ces deux chiffres, on peut le faire comme ça et on peut annexer à la facture les listings de prestations et les listings de frais pour le client, pour lui indiquer ou lui détailler en tout cas les prestations que nous avons faites sur ce dossier là. Si on double-clique sur la ligne prestations, sur la ligne des frais, on peut aller éditer cette fameuse ligne de description. Bon, ici on a prestations, c'est pas spécialement très heureux, mais on peut encore une fois prestations plus détail éventuel. Oui, c'est 21 par défaut, évidemment. Normalement, c'est 21 par défaut. Le 21 par défaut, en termes de TVA, est quelque chose qui est déclaré dans les paramètres, évidemment. Donc, au départ, vous l'avez vu, c'était déjà 21 et les calculs étaient déjà effectués. Frais, la même chose, on peut l'éditer exactement de la même manière. On peut ajouter une remarque dans la facture. Une remarque très belge. Quel temps on a eu pour mesurer, valider, et ça c'est donc une remarque qui ira se ficher en dessous des montants. Voilà pour la définition des montants. Il n'y a pas grand chose à savoir, si ce n'est que on peut encore rajouter ici d'autres montants. Par exemple ici je vais rajouter un montant quelconque qui par exemple est quelque chose qui n'est pas prévu du tout dans le barème évidemment. Et je vais mettre achat d'hiver, voilà, qui n'est pas prévu dans le barème, et là on l'ajoute strictement manuellement ici en considérant que c'est soit hors TVA ou TVA comprise. On peut faire TVA comprise et je valide. Je vois ici qu'il y a un twist. Ah non, c'est juste. Là, ici, alors l'ordre d'impression, donc on a ici 1, 2, 3, 4 prestations frais, prestations détail, frais, quel temps, c'est une remarque, et puis achat d'hiver. Alors si je veux mettre quel temps en finale, je vais par exemple mettre 4 simplement, et je vais également mettre 3 ici à la place d'achat d'hiver, et ça s'imprimera dans cet ordre-là, sur la facture. On peut aller voir comme d'habitude. Voilà donc la facture complète.
tout cas, oui, complète avec la remarque, etc., etc. Pour l'instant, Elaïs permet 8 lignes, et pas une de plus actuellement, mais les layouts sont en train aussi d'être revus de manière à être beaucoup plus souple à ce niveau-ci. Je vais donc fermer cette facture que je vais finalement valider. Alors la validation, on pourrait paramétrer cette étape dans la facture, de la facturation. Par exemple, vous êtes tout seul, vous prenez vos responsabilités à établir cette facture, alors pourquoi valider ce que j'ai fait, puisque je suis tout seul? Donc c'est un peu ridicule. Par contre, lorsqu'on est par exemple plusieurs dans un bureau, et a fortiori par exemple avec une personne qui s'occupe de la compta ou qui s'occupe de l'administration générale et de la compta et de la facturation en particulier, là on pourrait en tout cas l'étape de validation est beaucoup plus pertinente. Ici si je fais contrôle, si je parviens à cocher cette coche, c'est que ma facture est complète. Donc j'ai une date, j'ai un responsable du contrôle, de la validation, j'ai tout ce qu'il faut, la facture est finie maintenant. Et donc l'idée de la validation, c'est d'apporter dans Elaïs, c'est marqué d'ailleurs sur l'image qui est là, un certain niveau de qualité, un certain niveau de contrôle qualité qui permet à chaque étape, chaque étape particulière, mais chaque étape sensible aussi, d'apporter donc ce cachet de contrôle et de contrôle qualité quelque part. Encore une fois, si on est tout seul, c'est peut-être un peu ridicule. Je vais ici choisir un type d'envoi. Alors on a plusieurs choses, une liste encore qu'on peut aller amender dans les listes de choix, rappelez-vous les listes de choix. Et si je clique ici sur email, j'ai le petit bouton email qui s'allume. Alors ici je vais avoir un souci parce que je pense que je n'ai pas donné d'email à Monsieur Carpentier, l'email n'étant pas un élément obligatoire dans sa qualité de client. Par contre, si je clique maintenant sur le bouton email, voilà, j'ai une petite mais je vais être coincé évidemment si je choisis destinataire. Ah oui, oui d'abord, avant ça, Elaïs a été chercher un texte défaut qui a été paramétré d'autre part. Donc là, voilà, on trouve un texte défaut qu'on peut éditer. Donc si j'ai envie de rajouter, par exemple, monsieur, madame et mademoiselle, voilà, je peux éditer tout le texte ici. Je peux aller chercher une adresse email, mais on va me dire que cette personne n'a pas d'adresse email. On peut éventuellement faire une copie à une autre personne de la même société, par exemple. Mais on va me dire la même chose, bien évidemment. Comme on peut faire, pourquoi pas, je n'ai pas encore trouvé de raison totalement pertinente à envoyer la facture à quelqu'un d'autre, quoique, par exemple, on peut envoyer la facture à un notaire et la facture au propriétaire, pourquoi pas. Donc on aurait ici un autre contact, et à ce moment-là, ici, on a accès à l'ensemble des contacts principaux de la base de données. Donc là, on ne va pas le faire. Il y a encore d'autres choses. Le message test, on peut se faire un message à soi-même. On peut se faire un message à soi-même pour contrôler par exemple une facture un peu compliquée, une facture sur laquelle, d'abord pour voir si tout fonctionne bien, mais on peut se faire, voilà, pour voir si tout va bien, un message à soi-même. On va pas le faire, ici je vais pas l'envoyer puisqu'il va me dire que je n'ai aucune adresse email, mais donc que je peux envoyer ça à partir d'ici, avec une date d'envoi qui viendrait s'inscrire ici, et éventuellement des dates d'envoi successives. Et le texte que j'aurai envoyé, donc qui devient texte défaut, qui sera repris à chaque fois que je fais un nouvel envoi. Voilà donc la validation. Bon, validation, je crois que c'est clair. On pourrait, mais je crois qu'on va le faire, rendre automatique cette validation, quoique tout ça se discute, cette validation lorsqu'on est tout seul au bureau, etc. Alors voilà, la facture maintenant, elle est terminée, elle est validée. Si je sors maintenant, je vais l'enregistrer. Là, il va me dire confirmation de la validation, oui. Et donc, je vais confirmer tout ça. Et cette facture va aller se ficher maintenant dans les factures validées du jour. Alors, à quoi ça sert ce groupe factures validées du jour? Voilà, elle est sortie, bien sûr, du groupe encodage à finaliser. Et je peux
la retrouver d'une part dans les factures impayées, on peut y aller tout de suite. Dans les factures impayées, je vais avoir un carpentier, je devrais en tout cas avoir un carpentier qui va venir ici s'installer, une nouvelle tuile qui va venir s'installer au nom de carpentier, voilà, elle est là. J'ai ici donc la tuile carpentier, j'ai une facture à l'intérieur, sans plus. Je vais maintenant retourner dans la liste des factures validées du jour, voilà. Ah, j'ai dû cliquer sur un mauvais bouton, sorry. Je vais retourner dans la liste des factures impayées, qui est donc une liste qui est proposée par défaut. Quand on clique sur le module facture, on arrive dans une liste qui est, je pense, la plus pertinente, c'est de voir, voilà, comme ça, une idée, un détail des factures qui sont à ce jour impayées. Donc je vais retourner maintenant dans les factures validées du jour. Donc on a validé Carpentier, maintenant la liste est complète. On a une date, on a une échéance, on a un débiteur, on a un numéro, on a un montant, on a tout ce qu'il faut. On a un petit rappel de tout ça. L'icône, pas l'icône, mais le carré là à droite est vert, ça veut dire que cette facture est impayée. Alors impayée dans Elaïs, ça veut dire encore faut-il mettre la facture dans une enveloppe ou l'avoir envoyée par email. Il faut que cette facture est envoyée, elle est terminée, validée, envoyée. Donc une fois qu'elle a cette icône impayée, ça veut dire que normalement le client a la facture en main et est censé payer un de ces jours. Alors ici la liste des factures validées du jour, mais ça permet, quand on fait par exemple des factures régulièrement, et en particulier par exemple fin du mois, ok, on est un vendredi fin de mois, on a ici la liste des factures impayées, ben, on a déjà par exemple le total de tout ce qu'on aura facturé ce mois-ci. Chose qu'on peut retrouver par ailleurs. Une fois que la facture ne sera plus validée du jour, donc demain par exemple, cette facture va sortir de ce groupe-là et va sortir de ce groupe-là sans plus. Mais on va toujours pouvoir bien sûr la retrouver en cliquant ici par voilà, si je clique sur un mois, je vais prendre novembre, je vais cliquer sur 2021. Ben, on va évidemment retrouver toutes mes factures éventuelles de novembre 21. On va maintenant, on va rester en fait dans facture. Je suis en train de regarder mon petit ordre du jour et l'heure. Facturation automatique, on l'a vu. Manuel, c'est le fait simplement d'aller changer le, je vais reprendre la facturation Carpentier, d'aller changer. Si j'ouvre ici la facture Carpentier, voilà, la facturation manuelle, ben, ce sera ici la définition des montants. Donc je peux ici par exemple, je ne pourrais pas le faire ici parce que Elaïs va me dire attention, cette facture, il y a un souci, je peux pas aller modifier le tableau puisqu'elle est déjà, elle est impayée, elle est validée, donc je peux pas faire tout ça. Par contre, si je change le statut, si je remets la statut à new, le statut à new, je pourrais par exemple aller modifier un tant soit peu le tableau des montants. Donc ça c'est ce que j'ai appelé la facturation manuelle sur l'ordre du jour. Le détail de la fiche facture, on a déjà vu une bonne partie. On va continuer, donc on a vu validation, envoi, c'est fait. Ensuite, la facture va être envoyée et on va espérer qu'elle soit payée. Alors ici il y a 2-3 choses à dire là-dessus. C'est que d'abord soit on va vérifier régulièrement ces extraits de compte, soit comme c'est prévu et comme c'est réclamé de toutes parts, on va avoir la possibilité d'aller importer de la banque les fameux fichiers CODA. Je vais faire un petit détour par finance compte bancaire. Alors on parle de sous, on parle d'argent, on parle d'euros, on est dans finance et je clique sur les comptes bancaires où on a vu tout à l'heure que je n'ai ici qu'un seul compte. Je double-clique sur le compte, sur la ligne du compte. Comme vous avez vu, on peut en avoir 1000. Hein. Et sur la fiche du compte, on retrouve tous les éléments d'identification du compte en question. Belfus qui n'est autre qu'un contact profil banque. On a un numéro de compte, on a le code BIC, un numéro de téléphone, on a différents éléments ici qui viennent de la fiche contact et qui me permettent
à l'intérieur même de la fiche bancaire, la fiche compte en tout cas, de contacter, voilà ici en l'occurrence, Madame Oussa pour un renseignement quelconque. Alors, je disais tout à l'heure qu'on peut vérifier ces extraits de compte manuellement, ou bien sûr aujourd'hui par l'intermédiaire du site de sa banque. Mais on peut déjà le faire, mais ce n'est pas encore totalement finalisé. On peut aller importer des fichiers CODA. Je vais vous montrer comment ça fonctionne dans quelques secondes. On peut aller importer des fichiers CODA reçus par la banque. Vous aurez identifié dans vos paramètres un répertoire où vous avez stocké vos différents fichiers CODA. Je vais en prendre un qui n'est pas trop petit, 5K ici. Voilà, j'ouvre un fichier CODA. Le fichier CODA ressemble à ceci. C'est quelque chose qui est lisible, mais pas trop lisible. Et Elaïs le décortique pour en faire quelque chose de très lisible qui ressemble à ceci. Alors donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va automatiquement avoir la possibilité d'introduire en quelques clics, vous avez vu que c'était très court, en quelques clics donc tous ces extraits de compte et de refaire la réconciliation entre ici par exemple j'ai cliqué sur une ligne. Elaïs ne sait pas qui c'est. En fait il faut encore que, même quand vous lisez vos extraits de compte et que vous faites une réconciliation avec votre comptabilité, il n'y a pas de lien entre les deux. Même chose ici, il y a un mouvement, voilà, il y a un mouvement de 544 €. On a repéré un numéro de facture, on a repéré différentes choses, mais on peut encore dire attention, non, cet extrait de compte, ça a trait à ceci ou à cela. Donc c'est ça qui va encore se passer. Il faudra jouer un tout petit peu là-dessus, mais pour avoir en définitive un compte, voilà, véritablement tous ces extraits de compte ici, sans chaque fois aller ouvrir son site bancaire. On peut demander un fichier CODA, quoique les fichiers CODA s'effectuent à tous les mouvements, ou en tout cas à une série de mouvements, donc il peut y en avoir quelques-uns par mois. L'importation prend quelques secondes, évidemment, mais ça vous apportera, je parle au futur encore, ça vous apportera le tableau de droite, à savoir ce solde ici qui est faux, qui est négatif, oui qui est négatif. Voilà, ça vous apportera une idée, sans sortir d'Elaïs, de ce qui se passe sur votre compte. Et automatiquement, c'est surtout à ça que je voulais arriver à dire, automatiquement on vous dira, attention, ces factures de vente sont probablement payées. Et là, il y aura donc un tableau avec une flèche à gauche, une flèche à droite, en disant, ok, cette facture-là correspond bien à ce montant-là en crédit. Ou si vous gérez vos factures d'achat qu'on n'a pas encore vu, je pense, ça permettra de gérer donc ce que vous avez payé avec vos extraits de compte. Mais ça, bon, on rentre dans un univers un peu différent, qui c'est pas de la compta, j'insiste sur le terme, ça ressemble à de la compta, ça a la couleur et l'odeur de la compta, mais ce n'est jamais comment dire, une gestion du cash flow. Alors là, ce sera à vous à déterminer comment jouer avec ça, comment jouer dans le temps avec ça aussi, pour ne pas que ça vous pompe trop de temps sur vos activités principales. Mais je crois que si vous... C'est évidemment c'est vers ce but-là qu'il faut tendre quand on utilise un outil de ce type-là, pour arriver à une gestion globale, en tout cas quasi globale de l'activité. Mais il faut se dire, tiens, samedis, parce que beaucoup malheureusement travaillent le samedi, et bien tous les samedis de 9 à 10, je m'occupe des CODA. Tous les samedis de 10 à 11, je m'occupe de mes factures d'achat. Et si on fait ça d'une manière procédurale, avec un maintien strict d'un certain planning, évidemment, il faut se forcer de temps en temps, mais on arrive à avoir la quintessence même de ce qu'Elaïs propose, c'est-à-dire d'avoir une vision globale de son activité. Je retourne dans les finances et je vais réouvrir la fiche facture de Monsieur Carpentier pour continuer les 2 ou 3 derniers boutons qui traînent sur sa fiche. Oui, donc il est clair que tout ça, ce qu'on voit ici, les factures de vente impayées, les factures d'achat d'impayés, etc., ça va s'éclaircir une fois que les codas seront là, et ça va rendre la vie quand même terriblement plus facile.
je rouvre la fiche de Monsieur Carpentier et je vais dans le bouton paiement qu'on n'a pas encore été voir. Et le bouton paiement, par définition, permet d'encoder. Encore une fois, là, il y aura une proposition automatique en provenance des codas. Tiens, on a trouvé le même montant sur les codas. Est-ce que c'est bien la facture de Monsieur Carpentier? Voilà, c'est à ça que ça va servir. Il suffira de dire oui pour que ce que je vais faire ici manuellement soit rendu totalement automatique. Voilà, paiement. On peut imaginer que Monsieur Carpentier a payé. On va pas mettre le 2, on va mettre le 3. Voilà, à payer demain. On rappelle le total, le montant total de ce qu'il a payé pour voir si ça colle bien avec ce qu'on lit ou sur le coda ou sur le site de la banque. Il a, bon, normalement on pourrait mettre compte bancaire défaut. On pourrait mettre ici un switch défaut pour le type de paiement. On a un rappel de la communication qui nous permet de lire encore une fois sur l'extrait si c'est bien la bonne facture. Et ensuite, on peut avoir, ça arrive, c'est paiement partiel, c'est pas très vieux. On nous a demandé de le faire, on l'a rajouté avec un peu de grogne parce que d'une part c'est très rare, et si ça se fait, c'est qu'il s'agit de clients qui sont pas spécialement intéressants, mais on l'a rajouté quand même. On pourrait imaginer que votre client vous ait demandé un paiement en 3 fois, on n'a pas mis plus. Oui, évidemment, le paiement total ici, il a été effectué. Mais à partir du moment où on n'a pas de paiement total, on peut imaginer ici la gestion de 3 paiements particuliers, 3 paiements partiels. Voilà. Voilà le paiement de la facture. On va l'enlever à dessein. Voilà, on enlève le paiement. Sinon, je ne peux pas aller plus loin dans mes boutons. Alors, on va aller dans le bouton rappel et abandon. Alors le bouton rappel, encore une fois, le gars ne paye pas et on va lui dire, bon encore une fois peut-être pas aujourd'hui, mais on va lui dire dans un mois, voilà, fin du mois, parce qu'on lui avait demandé comptant, on avait mis le jour même, donc voilà, dans une semaine, on va dire tiens, on va envoyer par email un rappel. Alors ici je clique sur le bouton email et là encore une fois, ce sont des... Ah, je vois qu'il n'y a pas de texte défaut. Il n'y a pas de texte défaut, tiens c'est bizarre. Donc là, il y a des textes défauts à les installer une fois pour toutes, et ça j'insiste, ça fait partie du paramétrage global d'Elaïs. J'ai pensé, cela dit, il n'y a pas plus tard que quelques jours, à une vidéo particulière où on rappellerait point par point les éléments de paramétrage à faire au début de l'utilisation d'Elaïs. Ici par exemple, je vois que dans mon texte de rappel, le texte de rappel est vide, donc ça ferait partie de cette vidéo en disant attendez, faites ça, ça va vous prendre 10 minutes. Cela dit, le paramétrage global d'Elaïs va vous prendre plus que 10 minutes. Si on parle des codes services, si on parle des listes de choix, si on parle ici des textes de rappel de facture, etc., ça peut prendre un certain temps, on est d'accord. Sans parler des barèmes qu'on a vu l'autre jour, ça peut prendre un certain temps, mais encore une fois, c'est une chose qu'on ne fait jamais une seule fois. Donc ici, je vais simplement vous montrer, ça ressemble en fait à l'envoi de la facture, hein, strictement, si ce n'est que, oui, on va avoir les mêmes problèmes évidemment. Ça ressemble exactement à tout ça, sauf que on est ici, il est marqué, rappel 1, la facture Intel, bornage de votre propriétaire Montigny. Voilà, sauf que on va en fait, quand il s'agira, l'email est automatique et l'email va faire exactement ce que je vais faire ici manuellement. L'email va envoyer à la personne en question, va envoyer un document, un PDF, qui va ressembler à ceci pour le rappel numéro 1. Je suis en train de voir ici... Ah oui, ok. C'est parce que oui, voilà, c'est parce que le texte n'est pas paramétré. Mais ici, il est marqué voir et paramétrer les documents organisationnels. Et c'est là que vous allez mettre. D'ailleurs, je vais aller voir tout de suite parce que ça vaut peut-être la peine de s'apesantir là-dessus une seconde. Je vais sortir du module finance ici et aller dans ce que donc j'ai appelé tout à l'heure paramétrage. Paramétrage. Voilà, je sors du module finance. Je vais sauver, bien qu'il n'y ait pas grand chose à sauver. Je vais retourner, ou aller tout simplement, dans le module document. Alors, qui dit document dans Elaïs, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu dans le détail, pas encore.
qui dit document dans LAIS fait part belle d'une part à ce qu'on appelle une gestion électronique des documents, où vous pourrez stocker là, ici vous voyez déjà des exemples de toute une série de documents relatifs à tout ça. Ici on est dans la section armoire, on peut aller dans la section, voilà ici non, on est dans les classeurs, et puis quand il y en a, on peut aller dans, ah oui, on peut mettre des intercalaires, ici il n'y a pas d'intercalaire, voilà pour la fiduciaire qui s'occupe de la société Elaïs, voilà, on a toute une série de factures qui viennent de la fiduciaire. Et on peut, en cliquant sur une facture, voir évidemment de quoi il s'agit. Les documents. Ça, c'est ce qu'on appelle la GET, donc la gestion électronique qui est en train d'être revisitée sérieusement, même pas revisitée, qui est en train d'être améliorée de manière sérieuse pour véritablement proposer ce que j'appellerais une vraie, c'est déjà une vraie gestion électronique, mais quelque chose de plus versatile et quelque chose de plus performant. On voit ici le mot planothèque. Je n'y vais pas là-dedans, quoi. Vous voyez déjà de quoi on va parler. Mais il y a les documents organisationnels, c'est là que je voulais aller. Alors organisationnel, c'est un qualificatif qui est un peu pompeux, mais qui va faire part belle, on va ici, voilà, organisationnel, on va parler de conditions générales, on va parler de glossaire, on va parler de procédure, on va parler de facture et rappel, c'est là que je veux aller. On va parler d'un règlement d'ordre intérieur quand vous aurez 40 personnes, c'est un minimum à faire. On va parler des textes qui vont garnir les offres qu'on va faire aux différents clients ou prospects. Le texte des ordres de mission, et puis il y a des documents templates. Donc il y a beaucoup de choses dans lesquelles on va pas aller maintenant. On va aller dans les factures et les rappels. Alors je crois que c'est client ordinaire. En fait, on peut faire des jeux de texte de rappel autant qu'on en veut. Effectivement, ici c'est pas le bon. Je vais déswitcher ici. Je vais, je crois, aller cliquer sur client ordinaire. Client ordinaire. Où là, je vais trouver normalement, voilà. Ici, je vais le rendre par défaut. Voilà. En fait, vous aurez une fois et une seule fois pour toutes à créer ici des textes de rappel. Le rappel numéro 1, le rappel numéro 2, le rappel numéro 3 et la mise en contentieux, c'est-à-dire qu'on prévient à ce moment-là le client que sa dette est envoyée chez notre avocat et que c'est avec lui dorénavant qu'il faut discuter. Alors on le voit ici pour le rappel numéro 1, on l'a intitulé, c'est ça. Et puis on a trois champs qui doivent être très courts et très simples. L'introduction du rappel, le corps du rappel et la finale du rappel. Donc une petite introduction, sauf erreur ou omission, et puis l'échéance est dépassée, et puis après on remercie la personne, etc. Voilà, alors on a des choses qui normalement sont graduellement de plus en plus sévères, bien évidemment, et ce sont ces choses-là qui vont venir garnir. Donc voilà, j'ai pris maintenant le bon groupe de documents. Si je retourne maintenant dans Finance, et je vais retourner encore une fois dans la fiche facture de Monsieur Carpentier qui ne m'a pas payé. Voilà. Et si je m'occupe maintenant des rappels, on va voir, voilà, rappel, on était ici, rappel et abandon. Je fais ici, premier rappel, il y a une date, il y a tout ce qu'il faut. Imaginons que je n'ai pas son mail, ce qui est le cas. Le petit 7 ici veut dire que c'est le nombre de jours échus entre la date de la facture et la date d'aujourd'hui, la date du rappel. Et puis si je clique sur mon bouton impression, je vais prendre le rappel numéro 1. Si je prends le rappel numéro 2, il est clair qu'il ne va pas le faire puisque je n'ai pas, il n'y a pas encore il n'y a rien ici en termes d'indication de date ou de quoi que ce soit. Je vais donc retourner et prendre le rappel numéro 1. Et là, je vais pouvoir imprimer mon rappel avec maintenant les fameuses lignes d'intro. Voilà, on voit maintenant, il y a tout ce qu'il faut. J'ai le numéro du rappel, j'ai ma fameuse ligne d'intro qu'on a été voir dans les documents organisationnels, j'ai ma ligne de corps et j'ai ma ligne de fin, de finale. Et là, je peux maintenant, voilà, le document est prêt à être envoyé ou à être emailé tout à fait automatiquement. Je vais cliquer sur, voilà, je suis revenu plutôt sur
Voilà, je suis ici au niveau des rappels. Je pourrais appliquer des frais de rappel, comme c'est noté ici. Le 15 ici va se retrouver dans les paramètres au niveau de la facturation. Donc on met ce qu'on veut, mais on peut rajouter, bon, on va le faire, on peut aller voir. On peut rajouter par exemple 15 € de frais de rappel parce que en ce qui nous concerne, et je crois que je parle pour tout le monde, on ne nous rate pas en termes de frais de rappel. Voilà, ici c'est clair, frais de rappel 15 €, et le total bien sûr a changé. Ça c'est la gestion des rappels. S'il ne paye pas encore, on va utiliser le deuxième rappel avec les éléments des textes organisationnels un peu différents, etc., etc. Ici je vais enlever le rappel. Je crois que le paiement je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas fait, plutôt ok. Contentieux, c'est le même principe. Contentieux, c'est simplement la même chose. On va envoyer une lettre un peu plus sévère encore. Et on va surtout, si je clique sur... Oui, évidemment, pour arriver à la mise en contentieux, il faut que tous mes rappels soient effectués, bien sûr. Donc là, je ne vais pas le faire et je ne vais pas perdre mon temps à le faire. Tout ce qui est différent par rapport à l'envoi d'un rappel classique, c'est que Elaïs va nous demander ici en deuxième ligne un conseil, le conseil en charge, donc l'avocat en charge, où là on va retrouver un avocat ou plusieurs avocats dans la liste déroulante. Il faut donc préalablement qu'il soit enregistré dans Elaïs comme contact principal avec le profil conseil. Voilà. Et là on va le retrouver ici et automatiquement les emails vont partir dans le bon sens. Voilà donc la mise en contentieux, et le duplicata c'est un peu accessoire. C'est éventuellement la gestion des doubles, etc. Bon, c'est pas très très grave. Les factures la facture étant terminée, enfin, en tout cas elle est envoyée à ce niveau-ci, on va donc retrouver cette facture dans les tuiles factures impayées, avec la possibilité à partir de la tuile d'effectuer différentes choses. Si je clique ici sur la facture de Carpentier, je crois que c'est noté, ah voilà, c'est noté en rouge en haut de les tuiles. Pour enregistrer un paiement, sélectionner la facture et cliquer sur le bouton droit de la souris. Donc si je clique ici sur Carpentier et je clique sur le bouton droit, je vais avoir soit la possibilité d'ouvrir la fiche telle qu'on vient de le voir pendant longtemps là, soit indiquer un paiement. Alors pour l'instant, c'est la façon la plus facile d'indiquer un paiement sans ouvrir la fiche, etc. Donc il suffit de dire qu'elle est payée. On va retrouver toute une série de choses. Il y aura simplement une date. Voilà, une date. Non, hier c'était pas possible. On la mettra aujourd'hui. Il a payé tout de suite. On retrouve la communication et je veux dire ok, cette facture Carpentier me l'a bien payée. Je vais l'enregistrer. Procédez-vous à l'enregistrement, au paiement de la facture. Et alors j'ai un rafraîchissement de mes listes et de mes tuiles, et effectivement Carpentier, il a disparu du paysage pour aller maintenant égayer les listes des factures payées, par exemple par client. Voilà, je vais retrouver ici Carpentier quelque part, voilà Marcel. Et là je vais retrouver la facture dont le symbole vert ici, je vois que la légende n'y est pas, mais vert veut dire bien payé. Elle serait rouge, enfin il y a des couleurs différentes. Je crois que si on prend toutes les factures, voilà, toutes les factures ici, on va retrouver d'une part les pays, mais je pense, j'espère, la légende qui va avec. Donc voilà, ici il y a une facture rouge qui est totalement impayée. C'est déjà le troisième rappel, je pense, avec le 762 qui ici image, comment dire, le nombre de jours depuis l'émission de la facture jusqu'à aujourd'hui. Évidemment, j'aurais peut-être, avec le réseau qui est là derrière, ça peut être lourd. Je retrouve ici une icône NC dans la colonne NC, qui veut dire que pour cette facture, il y a une note de crédit qui a été émise, partielle ou totale. Vous aurez peut-être remarqué au passage, pour les très attentifs, qu'il s'agit d'une part d'une vraie base de données Elaïs qui gère les abonnements d'Elaïs avec probablement quelques confrères que vous aurez reconnus au passage.
Bon, j'aurais pas dû effectivement cliquer sur ce bouton toutes les factures. Je vais peut-être l'arrêter, mais je ne sais pas l'arrêter à ce niveau-là. Je suis désolé. Ce qu'on va encore faire maintenant, c'est passer par la note de crédit. On a vu, en fait, on a vu tout actuellement. La facturation, le détail de la facture, les rappels, les paiements. Donc là, on y est. Il suffit maintenant de faire un petit passage vers la note de crédit qui est malgré tout quelquefois utilisée. Ici, on voit dans la première colonne l'image d'un euro rouge qui correspond à une note de crédit totale de la facture avec un négatif évidemment dans le montant. Tandis que les notes de crédit qui apparaissent dans la colonne NC, c'est des notes de crédit partielles. Pardon. Le rectangle carré jaune correspond à un niveau de rappel. C'est bizarre que la légende n'apparaisse pas au bas. Bon, ce sera corrigé, bien évidemment. C'est un niveau de rappel, je crois que c'est jaune, puis quelque chose, puis rouge pour le troisième rappel, et noir pour la mise en contentieux. Bon, je suis désolé, on va encore patienter quelques secondes. Donc je disais la note de crédit. Alors la note de crédit, elle est encore plus facile que la facture, puisqu'elle va toujours focaliser sur une facture existante. Alors là, la fiche de la note de crédit, on va la faire sur Carpentier d'ailleurs. On va la faire sur Carpentier encore une fois. Je n'aurais vraiment pas dû appuyer sur ce bouton tous. On va la faire sur Carpentier et en fait une note de crédit s'effectue sur la pardon s'effectue au travers de la fiche facture. Donc pour créer une note de crédit, on va simplement ouvrir la fiche facture correspondante. Et donc on se retrouve dans Elaïs. Le menu principal va s'allumer. Je parlais tout à l'heure des frais de rappel, donc là on les trouve dans utilitaire. Puisqu'on est en train de parler des factures, je vais aller 2 secondes avant de passer par la note de crédit, par les utilitaires et les paramètres. Et là dans ce groupe vous avez quelques boutons à gauche du menu paramètres qui correspondent au paramétrage donc de la fiche facture et de ce qu'on vient de voir, par exemple les frais de rappel, etc. Voilà, si je prends finance, on retrouve bon, deux, trois choses, je vais pas les détailler, mais les délais de rappel, par exemple, automatique, 30 jours, 60 jours, 90 jours. Voilà, ici on retrouve frais de rappel, les 15% qu'on avait tout à l'heure sur la facture. On peut éventuellement jouer avec des intérêts de retard, on va pas le faire. La facture, on retrouve ici toute une série de choses qu'on peut dire j'imprime, j'imprime pas sur la facture, des choses qui pour la plupart viennent pour la plupart, pas tous, viennent de la fiche bureau, donc ils se trouvent dans utilitaire fiche du bureau. Et là, le choix par exemple ici de la communication qu'on demande aux clients de rappeler lors du paiement. Aujourd'hui, la plupart des personnes utilisent la communication structurée au format belge. Elle est décrite ici à droite. Voilà. Je vais retourner définitivement dans le module finance et dans la note de crédit que l'on va faire sur la dernière facture émise. Donc la dernière facture, on va pouvoir, comme c'est la toute dernière, évidemment ici elle est payée, donc ça va être plus problématique. Mais si c'était une facture émise, la dernière facture émise et non payée, on peut la supprimer. Donc il faut que ces trois conditions soient réunies, dernière, impayée et émise, donc fini. Donc ici je vais simplement reprendre même si elle est ah oui elle est payée, donc je vais pas pouvoir faire une note de crédit. Je vais prendre n'importe quoi. Je vais prendre ici voilà ici une facture par exemple en partance pour créer une note de crédit. J'ai double-cliqué sur la facture
dans la tuile je note, voilà, je suis ici. On a déjà vu tout le reste et on retrouve l'icône note de crédit qu'on a vu passer trop longtemps d'ailleurs dans les listes de toutes les factures tout à l'heure. Alors si je crée ici génération d'une note de crédit basée sur cette facture, voulez-vous créer une note de crédit? Oui. Et là on ouvre tout de suite, ah oui, ok, la note de crédit est créée et on va la retrouver comme toutes les autres factures dans les choses qui ne sont pas encore terminées, autrement dit dans les encodages à finaliser. Là je clique sur les encodages à finaliser et on a l'icône note de crédit, je note, il n'y a encore rien d'indiqué en termes de montant, parce qu'encore une fois le montant peut se faire soit sur l'intégralité de la facture, soit sur une partie de la facture, comme on veut. Alors il faut savoir qu'en termes légal, il y a des choses qui sont obligatoires sur une note de crédit, et qui sont les deux rectangles rouges ici. Il faut une raison et un motif spécifique et très particulier que le fiscaliste, parce qu'on en est là, va pouvoir comprendre et admettre surtout, d'une part, et d'autre part, il faut la facture source sur laquelle on va établir la note de crédit. Alors, une raison très valable. Voilà. Ensuite, les montants. Et c'est tout ce qui manque au niveau de cette note de crédit, soit intégralité de la facture source, soit partie, soit un montant précis, et l'ajout d'une remarque exactement de la même manière que la remarque qu'on a introduite dans la fiche facture. Je vais faire l'intégralité de la facture, voilà, et là il a été chercher la facture en question avec la remarque. Je vois ici que, oui, on peut le laisser dans ce sens-là, voilà, et si je crée maintenant l'imprimé de cette note de crédit originale, voilà, c'est le premier choix. Voilà, on a l'impression, ou le preview plutôt exactement de la même manière qu'on a le preview de la facture. Donc on a de crédit non validé, les montants, etc. Prête à partir, elle a un autre look un petit peu, mais surtout des couleurs différentes, couleurs que vous pouvez aller choisir dans les paramètres. Et si on se revient ici, il suffira, j'ai envie de dire, comme d'habitude, contrôle final, de valider cette note de crédit pour que on ait plus aucune notation de non-validation ou de caractère incomplet de la note de crédit. Et donc là, elle est totalement envoyable ou emailable comme la facture. Voilà, maintenant elle est clean et on peut donc l'envoyer. Les notes de crédit vont venir... c'est véritablement... Internet est véritablement très lent aujourd'hui. Sauver, non sauver, voilà. Alors les notes de crédit vont aller se ficher au niveau d'une liste particulière qui s'appelle bizarrement notes de crédit, où là on va retrouver éventuellement toutes les notes de crédit qui ont été émises par le bureau. Les notes de crédit passent en vert foncé directement puisqu'elles sont censées avoir été réglées. Voilà, et si on prend bien évidemment une facture, un client particulier, je vais prendre notre ami je note sur lequel, ah non c'est bureau je note. Voilà, on va retrouver non seulement la liste de toutes les factures émises pour le bureau, avec donc la notation, voilà, d'une note de crédit intégrale sur la facture 105. Ah non, sorry, sur la facture 203, c'est la première. Voilà. Voilà, n'hésitez pas, encore une fois, je vais terminer ici, ça fait quand même 1h30 facilement que nous sommes en train d'expliquer tout ça. C'est une partie des LAIS bien évidemment qui est pertinente, qui est très importante, qu'on peut encore améliorer. Encore une fois, si une idée quelconque vous passez, n'hésitez pas à la retenir pour l'heure numéro 12 et probablement 13, pour que nous puissions améliorer encore les choses, surtout vous répondre à vos questions. Entre-temps, si vous avez donc des remarques à faire ou des questions à poser, si vous êtes déjà dans LAIS et si vous entamez l'utilisation, n'hésitez pas.
soit on vous répond si ça peut être clair et pertinent par email, soit on se fait un TeamViewer rapide et on décale éventuellement de situation. Voilà. Entre-temps, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, et on se retrouve, en tout cas pour le replay, vendredi. Le vrai replay sur le site apparaîtra encore cette semaine. Donc si vous n'êtes pas là vendredi, le replay sera déjà à disposition. Et de toute façon, pour l'heure numéro 8, ce sera le lundi 11, donc exactement dans 6 jours. Voilà, bonne journée et bonne semaine à tous. Merci.